Que faites-vous des Français immigrés, citoyens d'immigration? Et les titres qu'on peut lire, ces titres-là, vous me dites ne pas être... Si, si. Par exemple, il y a plus de 150 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou par leur ex en France. Mais il y a des problèmes de violence policière dans ce pays. Moi, je voulais dire simplifier aux yeux de la population. Quelle population? Comment considérer ces problèmes-là? Alors, si on est dans une logique universaliste. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil, le format d'interview débat où on reçoit des invités qui ont des positions marquées et on essaie de rentrer en contradiction avec elles. Aujourd'hui, on reçoit Com Gershig. Bonjour Com. Bonjour. Com, tu es fondateur et porte-parole de l'association Process 5G France. Tu veux aujourd'hui mettre, on va dire, au tribunal les 4 grands opérateurs français. Pourquoi ? Ma première raison, c'est que je considère que ces 4 opérateurs-là n'ont pas vérifié le principe de précaution sur beaucoup de points différents, notamment sur les aspects environnementaux, sanitaires, mais aussi sur les aspects de cybersécurité et les aspects un peu plus généraux de risques sur la liberté individuelle. Et donc mon objectif à travers ce procès, c'est de contraindre ces opérateurs à être plus transparents sur les mesures qu'ils ont prises pour éviter des risques dans ces 4 domaines-là. Et après, à côté de ce procès, ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas aussi un objectif d'ordre plus politique, qui est de mettre sur le devant des sujets, notamment médiatiques, cette question de la 5G, parce que je considère que nous n'avons pas eu de débat et que ce débat est légitime. Donc selon toi, le débat il n'y a pas eu assez de débat sur la 5G, pourtant on a l'impression qu'on en parle quand même beaucoup. La preuve, aujourd'hui on fait une vidéo sur la 5G. Est-ce que justement il faudrait qu'on en parle encore plus avant de la mettre en place ? En fait, quand on a eu un débat sur la 5G, c'était d'abord sur la question géopolitique de Huawei. Est-ce qu'il fallait ou non accepter la 5G, étant donné qu'elle était majoritairement produite par un producteur d'équipements étranger. On l'a abordé sous ce prisme-là, et ensuite on l'a très brièvement abordé, plutôt sous l'aspect énergétique, vaguement, au moment où les fréquences ont été allouées. Donc ça a été 2 pics un peu de débat, déjà très récents, parce qu'en fait, Huawei, on en a parlé, il me semble, vers 2018. Et pour moi, ce type d'infrastructure ne peut pas être développé avec un débat aussi réduit. Il ne s'agit pas simplement d'une continuation de la 4G. La 5G, c'est vraiment tout un modèle, un nouveau modèle économique notamment qui va être créé. Ce modèle est sûrement très intéressant, sûrement très performant à bien des égards. Mais je considère que, un peu comme le programme électronucléaire, il faut qu'on ait un débat. Je ne dis pas qu'il y a eu un débat sur le programme électronucléaire, mais je dis que c'est une transformation d'une envergure à peu près équivalente. Et je considère qu'aujourd'hui, les mécanismes démocratiques qu'on connaît, qu'on maîtrise, sont suffisants et qu'il faudrait les appliquer à cette question-là de la 5G. Est-ce qu'on ne risque pas justement de prendre du retard par rapport à la Chine ou aux États-Unis qui ont lancé la 5G depuis plus d'1 an maintenant? Alors ça, c'est un argument qui est souvent invoqué, le retard. On est un peu dans une tyrannie du retard permanente. Et c'est intéressant parce que, pour moi, quand on commence dernier, en fait, on reste dernier. Là. Les opérateurs américains, les opérateurs coréens, etc. ont déjà développé la 5G. Dire qu'on est en retard, c'est un fait. Il faut l'acter. On est en retard. Le truc, c'est quand on est en retard dans une direction, c'est beaucoup plus efficace de redessiner les règles de la compétition plutôt que d'essayer de courir en partant dernier. Est-ce qu'on a la force aujourd'hui de pouvoir redessiner ces règles-là ? Notre histoire nous a montré quand même qu'on était capable d'impulser de nouvelles directions. Je pense évidemment à la Révolution française qu'on a ensuite diffusée partout en Europe. Je pense que c'est parfois utile de revenir à ce type de racines pour se convaincre qu'on est capable de réinventer une direction. Et que pour l'instant, on court véritablement dernier, et on va le rester, parce que en fait, on n'est pas très motivé par ce projet-là. Il n'y a que quelques industriels qui le sont peut-être, mais des sondages assez réguliers montrent que même les entrepreneurs, en fait, ne sont pas spécialement motivés. Et surtout, ces sondages montrent aussi qu'une grande majorité de personnes, sans être nécessairement contre la 5G, ne connaissent pas la 5G. On ne sait pas ce que c'est. Alors, certains adhèrent parce que c'est nouveau, comme ils achètent l'iPhone 12, mais il n'y a pas vraiment de fondement à ça. Et donc ça, c'est ce que j'ai envie de questionner aujourd'hui. Et pourquoi, du coup ? Pourquoi vouloir le questionner ? Si c'est juste si on avance dans les télécommunications, aujourd'hui par exemple, les antennes 4G, on va dire, sont saturées, les ondes de l'ordre du mégahertz sont saturées, et c'est pour ça qu'on va se rapprocher des ondes de l'ordre du gigahertz, justement pour désaturer les ondes 4G. Est-ce que justement, c'est pas dans un ordre logique
du fait que beaucoup plus de monde utilise... Oui, c'est un argument qui s'entend. Pour certains besoins, effectivement, on va avoir des besoins croissants qui peuvent se justifier d'un point de vue environnemental. Par exemple, les questions de télémédecine seraient assez justifiées. Et il faut par contre prendre garde au fait que la médecine, c'est pas uniquement un soin d'ordre médical qui est rendu, c'est aussi un contact entre deux personnes humaines. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop rapidement. L'autre point, c'est que, et là c'est plus à la racine un peu du modèle économique aujourd'hui, je ne sais pas si vous remarquez la massification des publicités en ce moment pour la 5G. Je trouve ça un petit peu contradictoire avec le discours quasi alarmiste des opérateurs lorsqu'ils sont notamment auditionnés par les commissions parlementaires, sénatoriales ou de l'Assemblée nationale, et qui disent que la demande est trop forte et donc que les réseaux vont saturer. C'est présenté comme ça. Seulement, c'est pas vrai. La demande est créée par les opérateurs parce que ces fréquences leur coûtent tellement cher qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour les rembourser que de faire des forfaits beaucoup plus volumineux et poussant beaucoup plus à la consommation. Tant qu'on ne met pas clairement cette logique économique, tant qu'on ne la rend pas réellement visible, on n'aura rien résolu au problème. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux montrer, c'est ça. La hausse de la consommation de données, certes, elle est impliquée, comme je l'ai dit, par certains mécanismes naturels, notamment la numérisation de certains besoins, la numérisation des services publics, la numérisation de la médecine, mais elle est aussi en très très grande majorité créée par les opérateurs parce que leur logique économique est construite comme ça. Mais est-ce que justement ces logiques économiques ne permettent pas aussi de créer de l'innovation ? Parce qu'on peut imaginer que la demande, ça peut être dans le futur des voitures autonomes ou le marché, faire ses courses en ligne, etc., qui sont des besoins de consommation qui aujourd'hui sont acquis par certaines personnes ou vont devenir acquises. Une évolution de nos sociétés en fait, qui est issue de cette consommation qui a été créée sans doute. En fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas, je pense, confondre l'innovation en soi, qui est sûrement quelque chose de très engageant pour toute la sphère de la recherche, pour toute la sphère de l'entrepreneuriat, et une infrastructure publique. Ce n'est pas un terrain de jeu, une infrastructure publique. Ce n'est pas quelque chose qui doit être changé tous les 4 matins parce que, pour le bon plaisir de certaines entités économiques. L'espace public, c'est quelque chose qu'il faut construire collectivement, qu'il faut faire avancer, qu'il faut faire innover. Je pense notamment au numérique. La dématérialisation de l'administration la rend sûrement plus performante et rend une bonne administration. Le problème, c'est que la 5G aujourd'hui, c'est fait, mais sans avoir une véritable perception du service public. La 5G, pour moi, est un peu un symptôme du capitalisme créateur de besoins, en ce qu'elle va véritablement créer certains besoins, notamment la voiture autonome, comme tu l'évoquais. Mais aujourd'hui, qui est capable de vraiment dire si la voiture autonome est une chose souhaitable, en tout cas, ça peut être une chose souhaitable en soi, individuellement. Le problème, c'est que si la 5G est déployée, cette chose-là deviendra la norme. C'est ça le problème. C'est un peu la standardification de certaines choses. Par exemple, le téléphone aujourd'hui, c'est très très difficile d'être intégré dans la vie active et même dans la vie normale sans avoir de téléphone. C'est très compliqué. Donc il faut avoir conscience du fait... ça facilite la vie dans notre société aujourd'hui d'avoir le téléphone et ça facilitera la vie d'avoir une voiture autonome et ça évitera même des embouteillages et une économie d'énergie à long terme. Comme toute technologie, en fait, elle crée en même temps, la technologie crée à la fois un usage et un critère de réussite qui lui est propre. Ça, c'est une théorie assez bien développée par le philosophe Alain Gras, qui explique qu'en fait, à toute technologie, on associe des indicateurs, notamment de progrès, qui sont définis par rapport à cette technologie. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Certes, aujourd'hui, le téléphone portable est très utile, en réalité, tout comme la voiture est très utile, et tout comme les services d'eau potable, les réseaux d'eau potable sont très utiles. La question n'est pas de dire si la 5G est utile ou non, elle est d'abord d'évaluer si elle n'est pas nocive, donc ça c'est une première étape, et ensuite d'évaluer si elle est souhaitable. Quand on a fait les réseaux d'égouts dans les grandes villes, on ne les a pas fait comme ça du jour au lendemain sans essayer d'imaginer ce que ça allait impacter, enfin quels allaient être le type d'impact. C'était ma question. Est-ce qu'à chaque innovation, il y a eu une étude poussée, quand tu prenais l'exemple des bouches d'égout, mais est-ce qu'à chaque innovation, il y a une étude poussée ? Oui, mais c'est justement la différence entre une innovation
comme un téléphone portable parmi des centaines d'autres qui, par exemple, décident de mettre 18 appareils photo sur sa coque et de mettre un lidar intégré. Ça, c'est une innovation qui est, pour moi, ridicule, mais qui est sûrement très existante pour certaines personnes, et qui ne pose pas de problème en soi, parce qu'elle ne s'impose pas d'elle-même. Alors que la 5G, elle va être déployée partout avant même que l'on sache à quoi elle va servir. Donc elle va s'imposer comme un standard de communication, un standard de transport, etc. Et ça, je ne l'invente pas, c'est vraiment quelque chose qui est assumé notamment par Sébastien Soriano, qui est le directeur de l'ARCEP, qui dit oui, enfin, c'est pas à nous de dire en amont à quoi va servir cette chose. Cette chose doit être déployée parce qu'elle va ouvrir des opportunités, et puis après, on verra bien, on mettra des garde-fous, et on verra comment ça se comporte. Je pense que cette idée-là, pour une infrastructure publique, est vraiment néfaste. Est-ce que c'est pas finalement un choix de société qui s'opposent, deux choix de société qui s'opposent différents? Les deux sociétés que j'imagine, c'est peut-être deux sociétés où une verrait la vision à long terme de l'humain, pour aller beaucoup plus loin, sur Terre, et l'autre qui verrait l'humain partir de la Terre, à la Elon Musk, prendre des fusées, etc. Ça, il faut vraiment être très très loin en termes de compréhension, même scientifique, du monde, pour espérer un jour s'extraire de la Terre et aller habiter sur Mars. Enfin, faut vraiment avoir aucun ordre de grandeur en tête. Est-ce que c'est pas ça qui est au cœur justement du débat sur la 5G? Non, à mon avis, le débat sur la 5G, le véritable problème, c'est vraiment un amalgame lié à, je pense, une flemme de réfléchir, quoi. Je pense vraiment que c'est trop facile de rapprocher le progrès technologique du progrès social et de la direction que doit prendre la société. Je ne vois pas pourquoi la sécurité sociale, par exemple, c'est pour moi un emblème d'une réussite, quand même, d'un progrès social. C'est quoi le progrès technologique derrière? C'est quoi? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors certes, il y a un progrès médical, mais c'est avant tout un progrès de coordination des gens, un progrès d'organisation de l'État, un progrès de... Autant de progrès, alors que les technologies en soi qui sont développées dans le système de santé et qui ont permis à la sécurité sociale d'offrir ces fruits à l'ensemble de la population, elles existaient... Enfin, évidemment, il y a eu plein de progrès scientifiques, mais l'essence des progrès de santé permis par la sécurité sociale n'est pas d'ordre technologique. Et pourtant, c'est un progrès qui a révolutionné la société française et lui a permis, entre autres, malheureusement, d'être encore plus productive, ce qui pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, les gens sont en bonne santé. Et c'est pas un progrès technologique. Donc, j'insiste un peu là-dessus, mais il faut vraiment être vigilant dans la définition du progrès. Évidemment, le président de la République, qui a été élu sur une logique très entrepreneuriale et de start-up, etc., insiste lourdement sur la nécessité de faire du progrès technologique. Il veut même que ce soit une image que la France dégage que d'être très, très innovante sur le point de vue technologique. Je pense que c'est une idée parmi d'autres, mais ça ne devrait pas être un guide pour les politiques publiques. On ne parle pas d'un rayonnement de la France, d'une image de la France, on parle d'une organisation collective, là. Et donc, voilà. Je pense que la 5G, on n'est pas encore mature, en fait, pour savoir si cette chose-là est... Pour les consommateurs lambda, oui, pas pour l'armée ou la médecine. Pour le consommateur lambda, ça ne va pas changer grand-chose, hein. Ça va être un débit augmenté. Alors certes, ça nous rendra encore plus dépendants de nos téléphones qu'on n'aura plus à rafraîchir, mais quand il faudra les rafraîchir, ça nous rendra encore plus dingue. Donc d'un point de vue psychologique, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très positif. Ça permettra sûrement de faire certains progrès pour la télémédecine, mais ça je pense qu'avec la 4G on pourrait très bien y arriver. Seulement ça suppose de faire une chose, avant tout, qu'on n'a jamais entrepris jusqu'à maintenant, c'est de la sobriété numérique. C'est pourtant inscrit dans la loi, c'est un principe. Et pour l'instant, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on constate que la baignoire fuit, et au lieu de boucher le trou, on rajoute de l'eau. Enfin, c'est un truc... on fait pas les choses dans le bon ordre. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des théories complotistes sur la 5G? Alors, deux choses. La première, c'est que je les réfute. La deuxième, c'est qu'il faut les comprendre, ces théories-là. Il faut les comprendre parce qu'elles reflètent quelque chose d'assez grave dans notre façon de construire la politique, au sens d'organisation collective.
elle reflète l'idée que des gens sont tellement exclus de ce qui régit leur existence d'un point de vue politique qu'ils se réfugient dans des modes de pensée alternatifs, souvent assez extrêmes, qui les rassurent en fait. C'est motivé par une peur, les théories du complotisme. Et cette peur-là, elle provient de l'exclusion à peu près totale de ces gens-là de l'organisation collective. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, malheureusement, l'exercice citoyen se résume bien souvent à un vote dans le meilleur des cas ou à une abstention dans les cas les plus fréquents. Une incompréhension totale aussi de l'organisation. Enfin, aujourd'hui, il faut vraiment avoir bac plus 45 pour comprendre ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou dans les enceintes d'un gouvernement. Et c'est rien de le dire. Enfin, je veux dire, quand on voit le nombre de normes qui sont émises chaque jour, sans parler aussi de la digestion un peu des normes européennes, on voit qu'il y a un gros problème d'intégration du citoyen dans ces questions-là. Je ne suis pas en faveur d'une démocratie directe absolue sur tout, ce serait naïf de penser ça. On sait très bien que le modèle de la Grèce antique est un mythe absolu. Par contre, c'est évident, et c'est un symptôme, le complotisme, de cette exclusion progressive, et donc il faut de toute urgence réinventer des mécanismes qui incluent les citoyens. Et je pense que la 5G, ça offrirait un bon sujet, tout comme d'ailleurs la réforme des retraites. Justement, tu n'as pas l'impression de servir d'aider les complotistes en voulant justement faire un procès aux 4 grands opérateurs français ? Non, parce que mon objectif est avant tout d'apporter de l'information, donc de la transparence. Et en faisant ça, évidemment, ce que je suppose en sous-jacent, c'est que les gens seront capables de comprendre cette information et ensuite de décider en conscience. Ce qui n'est pas du tout la logique gouvernementale. Aujourd'hui, la logique gouvernementale consiste à dire cette technologie-là, certains de nos experts, et encore, c'est drôle parce que en fait, il y a eu très très peu d'expertise sur la 5G par les agences gouvernementales, ou en tout cas, elles ne sont pas encore sorties, notamment sur l'aspect sanitaire. Il n'y a pas eu d'études environnementales au sens strict. Le gouvernement, ce gouvernement-là, je ne veux pas le critiquer directement, parce qu'en plus, la 5G date de 2013 à peu près, donc d'autres gouvernements sont passés par là avant et ont acté le déploiement de la 5G, n'envisage pas une seule seconde de faire de ça une question appréhendable par le commun des mortels. Et je pense que c'est cette déconnexion complète entre ce qui va constituer le quotidien des gens, l'Internet des objets, quand même, il faudrait être un peu naïf pour ne pas comprendre que c'est quelque chose qui va nous concerner tous au quotidien, autant que les téléphones nous concernent tous aujourd'hui au quotidien. Cette déconnexion entre la prise de décision et le quotidien des gens, je pense, est ce qui explique le complotisme. Donc il faut l'entendre et le réfuter. Mais enfin, ça, c'est pas très compliqué quand même. Qui est-ce que tu aimerais voir assis là à ta place pour un prochain éventuel épisode d'Œil pour Œil ? Valérie Cabanès. Voilà. Ok. Autrice d'Homo Natura, qui a fait la promotion de notamment des questions de crimes d'écocide, dont on parle beaucoup en ce moment, malheureusement pour de mauvaises raisons, mais voilà. Qui est intervenu à la Convention citoyenne pour le climat et qui a vraiment fait avancer les questions de droit environnemental, notamment au niveau européen, via Marie Toussaint, avec qui elle travaille beaucoup. Donc ces deux femmes-là, d'ailleurs l'une ou l'autre, je pense, seraient très pertinentes ici. Ce serait un vrai plaisir de les recevoir. Dernière question du coup qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours ? Ça m'évoque un vieux mythe de la frontière assez détestable. J'aime pas l'idée de contour parce que ça fixe un périmètre et j'aime bien l'idée qu'on puisse repousser les contours, ne pas les tracer mais rendre les frontières homogènes jusqu'à les faire disparaître si possible. Et aujourd'hui, je pense qu'un gros point d'achoppement sur la 5G, c'est justement qu'on a des camps qui s'opposent sans se comprendre, sans traverser les frontières. Donc ça m'évoque plutôt un sentiment négatif. Ok, merci beaucoup Com. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Œil pour Œil. On se retrouve très prochainement pour un suivant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Salut. Salut à tous, c'est Antonin pour Le Crayon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous aimez ce format, ne vous inquiétez pas, début janvier, il y en a plein qui vont arriver. On va notamment parler de liberté de la presse, d'écologie et aussi de la culture sur le même thème que le Ring qu'on a publié la semaine dernière. Voilà, on se revoit très vite. Salut.